puisque l'idée, là, dans cette première conférence, c'est de vous décortiquer un peu ce que nous, on fait à l'agence quand on a un site WordPress et qu'on doit le référencer correctement. Vous verrez, je vais vous parler de pas mal de choses. On va parler de temps de chargement, de custom post type, de sécurité, d'extension, de pas mal de choses. Il y aura du code, il y aura des choses basiques, il y aura des choses avancées. Voilà, l'idée, moi, c'est que je vous transmette un maximum de cas pratiques, de cas concrets, d'astuces, de fonctions ou d'extensions à utiliser tranquillement. Et puis, donc, le temps que tout le monde arrive, je vais me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Daniel Roch. Je suis expert SEO WordPress. Je travaille avec WordPress et dans le monde du SEO depuis 2008, donc ça ne nous rajeunit pas. J'ai créé une agence qui s'appelle SEO Mix. Donc, on est une agence vraiment spécialisée dans le référencement de WordPress. Et on va accompagner tout type de clients, la petite TPE, la petite PME, jusqu'à des grands groupes sur des problématiques d'acquisition de trafic sur du WordPress. Et souvent sur des secteurs un petit peu concurrentiels. Et on est aussi les créateurs de SEO Key. Donc SEO Key, c'est une extension de référencement naturel global, un peu à la base comme un Yoast, un Rockmat, un SEOpress et autres, avec une approche un peu différente dans le sens où SEO Key va déployer tout un tas d'optimisations automatiques et va avoir tout un système aussi d'audit et de conseil dans lequel on essaie d'aider l'utilisateur à appliquer toutes les bases du SEO. Et puis certains d'entre vous m'ont peut-être vu en tant qu'auteur, conférencier, organisateur de conférences aussi. D'ailleurs, petite promo au passage pour la communauté WordPress, mais il y a un WordCamp Bretagne qui devrait se réorganiser, qui repart dans les starting blocks. Donc si ça vous intéresse, restez au courant, on vous annoncera ça quand l'équipe sera prête, mais ce sera plutôt cool. Donc voilà là-dessus. Peut-être attendre un petit peu que ce soit 14h avant de démarrer. Déjà, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat avant que je démarre. N'hésite pas. Alors, je vois qu'a priori, Emmanuel demande si j'ai un vrai sosie. On a plusieurs sosies dans le monde du SEO et à chaque fois, on nous confond des fois. Donc, non, là, c'est vraiment moi. C'est bien moi, Daniel Roch, pour cette petite conférence. Est-ce que déjà, vous pouvez juste me confirmer que tout le monde m'entend correctement dans le chat? Est-ce que j'ai une douce voix? Bon, a priori, parfait. Donc, vous m'entendez bien, vous me voyez bien les slides. 59. Alain, à moins que tu me dises autre chose, je démarre, je pense. Tu m'arrêtes si je vais trop vite. Et puis, c'est parti. Tu peux y aller, on est OK. On est OK? Dire pourquoi il faut faire du bon boulot pour WordPress. C'est parti alors. Donc moi, mon sujet aujourd'hui, comme je l'ai expliqué, c'est le référencement de WordPress. Alors, WordPress aujourd'hui, en 2025, c'est 43% du web mondial. C'est un CMS qui est utilisé par des millions de sites dans le monde. C'est utilisé à la fois par des petits indépendants, des petits sites, des TPE, des PME, mais c'est aussi utilisé par des grands groupes. Typiquement, en France, vous aurez Dassault Aviation qui l'utilise, ou aux États-Unis, vous avez tout simplement le site de la Maison Blanche. Et WordPress, moi-même par expérience, c'est un outil qui est très simple à utiliser. Vous l'installez facilement, vous ajoutez vos extensions, vous choisissez votre thème, vous faites votre paramétrage et c'est parti. Et le problème, c'est que c'est un outil qui peut être extrêmement puissant si vous savez correctement l'utiliser. Et c'est un outil qui peut être extrêmement mal utilisé, qui peut provoquer plein de problèmes. Typiquement, ça peut vous donner ce genre de courbe magnifique où un client qui est venu nous voir en nous disant voilà, je travaille mon référencement, ça augmente un petit peu, et puis un jour, la fausse manip, l'erreur, le clic de trop, et un simple mauvais paramétrage de son site WordPress est tombé au ras des pâquerettes. Le truc, c'est que avec WordPress, il y a d'abord le risque de, quand vous ne le maîtrisez pas, de faire des erreurs qui vraiment vont impacter votre positionnement et donc votre trafic. Mais c'est surtout que la plupart des gens, et ça je le vois depuis des années, ne comprennent absolument pas comment fonctionne WordPress, comment fonctionne le cœur du CMS, comment fonctionne la communauté, comment interagissent entre elles les différentes extensions. Et ce qui fait qu'en fait, plein de gens passent à côté des réelles optimisations qu'ils pourraient mettre en place, que ce soit en termes de gestion de contenu, d'automatisation, de maillage interne, de perf. Et le problème, il revient toujours au même. Le problème, c'est vous, en gros, pour être parfaitement transparent. Que vous soyez référenceur, rédacteur, chef d'entreprise, responsable marketing, de communication, la plupart des fois où on a des problématiques de référencement naturel avec WordPress et où on a des optimisations tout simplement qui ont été oubliées, ça vient en fait d'une méconnaissance du CMS.
Donc moi, mon objectif, en 40 minutes, c'est d'essayer de vous ouvrir l'esprit sur les possibilités qu'offre le CMS et sur ce que vous allez devoir mettre en place. Sur différents aspects, on va y aller étape par étape. Et une petite remarque avant que j'attaque le cœur du sujet. Dans les slides que vous allez voir après, il y aura des extraits de code, il y aura des liens, il y aura des noms d'extensions. Certaines slides vont passer vite, donc pas la peine de vouloir les recopier, etc. Je diffuserai mes slides, comme ça vous y aurez accès, et vous pourrez copier-coller les codes, cliquer sur les liens et tout ce qui va avec. Et donc, moi je vais vous expliquer en 2025 comment on fait un site WordPress qui se positionne correctement en prenant à chaque fois des cas précis. Et on va commencer par un sujet qui peut paraître complètement paradoxal, c'est la sécurité. C'est-à-dire que nous, quand on travaille le référencement d'un site WordPress, c'est la première chose sur laquelle on va travailler. Et en soi, la sécurité n'améliore pas votre positionnement. Ce n'est pas parce que vous avez un site sécurisé, bien propre, etc., que vous allez monter dans les pages de résultats. Par contre, l'inverse, si vous ne maîtrisez pas WordPress et que vous faites n'importe quoi au niveau de la sécurité, vous pourriez malheureusement obtenir ce type de résultat. C'est-à-dire un site piraté avec de la génération de contenu en pagaille. Et donc clairement, quand vous avez ce type de cas de figure, clairement, vous disparaissez purement et simplement des moteurs de recherche et votre trafic fond comme neige au soleil. Ça, c'est l'exemple qu'on avait eu d'un prospect. Un deuxième exemple d'un client qui s'était fait pirater. Et à l'époque, Google, suite au piratage, avait détecté 3 900 404 différentes. Donc URL différentes, je parle bien. C'est notre petit record de l'agence pour l'instant. Et la problématique, c'est que on avait beau avoir des bons contenus, un bon site, et le référencement est tombé à zéro. Et puis ça a pris du temps avant que Google, justement, puisse réindexer proprement les contenus et redonne de la valeur au site. Et donc là, moi, l'idée dans cette toute première partie, c'est juste de vous donner les bases en termes de sécurité. D'abord, juste, si jamais ça vous arrive, si demain, votre site WordPress se fait pirater, ce qui peut toujours arriver, il y a ces 5 étapes à noter et à garder en tête de manière systématique. Si vous faites pirater, la règle numéro 1, c'est de ne surtout pas remettre en ligne le site, mais de trouver la faille, de voir avec votre développeur ou votre administrateur système comment le pirate est rentré dans votre site. Et seulement quand vous aurez trouvé comment il a fait, là, vous remettez en ligne votre site en corrigeant la faille. La troisième étape, celle-ci, je pense que la plupart d'entre vous la connaissent à peu près. Vous allez aller dans la Search Console de Google et des autres moteurs de recherche pour dire « Oui, mon site a été piraté, mais j'ai corrigé, tout va bien, tu peux remettre mon site en ligne ». Mais l'étape 4 et 5, elles vont être indispensables. L'étape 4, c'est soit de rediriger, soit d'envoyer ce qu'on appelle un en-tête 410 pour dire que ces URL n'existent plus, de manière à ce que Google, toutes les URL qui avaient été générées par le piratage, il les oublie. C'était le cas du client avec les 3 900 404 différentes. Ça, c'est vraiment un indispensable. Et la cinquième, ça, elle est oubliée dans un cas sur deux, puisque Google, en cas de piratage, il va être assez réactif. Si votre site WordPress s'est fait pirater, si vous corrigez et que vous envoyez un message dans la Search Console, Google va très vite vous remettre en ligne. Par contre, il y a les antivirus qui peuvent vous blacklister. Et ça ne sert à rien de faire venir du trafic sur votre site si, je ne sais pas moi, tous les utilisateurs de Norton, de Kaspersky, de Bitdefender, etc. vous bloquent. Et donc, en allant sur les 2 sites que je vous ai mis ici, vous pouvez tester votre site. Ça va tester votre site et votre nom de domaine contre une série de listes d'antivirus qui pourraient vous blacklister. Et si jamais vous êtes blacklisté, il va falloir les contacter. Donc ça, c'est au cas où ça se passe mal. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que je sécurise? J'ai une petite remarque là-dessus qui fait jamais plaisir. Vous n'aurez jamais de site 100% sécurisé. À partir du moment où vous avez un site web en ligne, des failles peuvent arriver. Alors, il y a plusieurs types de problématiques. Une première problématique, c'est que les failles de sécurité, elles se diffusent rapidement. Ce que vous avez à l'écran, c'est une capture d'écran d'un service qui s'appelle PatchStack, qui va lister les failles de sécurité connues parmi les extensions et les thèmes, et qui vont donc publier aux yeux du monde les failles de sécurité quand elles ont été corrigées. Mais ce qui veut dire que dans cet exemple-là, j'ai une faille sur le plugin WP Umbrella, très bon plugin d'ailleurs au passage. Donc, si vous ne mettez pas à jour, potentiellement la faille est sur votre site. Et tous les pirates du monde connaissent la faille et donc peuvent immédiatement l'exploiter. Donc ça, c'est une problématique récurrente de WordPress. Mais même au-delà de cette problématique de faille de sécurité dans les codes, la problématique, c'est la gestion. Vous devez tous connaître, je pense, enfin tous, une partie d'entre vous connaissent jQuery, c'est une librairie JavaScript assez connue qui permet de faire pas mal de choses et qui est utilisée par pas mal de plugins. Et sur le site de jQuery, aujourd'hui, j'utilise WordPress. Et donc, moi, hier, j'ai fait des tests, je suis allé sur leur site, et en 30 secondes, 40 secondes,
j'avais trouvé non seulement la page de login, mais j'avais surtout trouvé le login de l'administrateur. Ce qui fait que moi, si jamais j'étais un pirate, en fait, j'ai plus que le mot de passe à deviner pour pirater le site. Et là, typiquement, c'est une méconnaissance du CMS pour l'installer correctement et pour pouvoir le paramétrer de manière optimale. Donc l'idée, c'est que pour chaque sujet, je vais vous donner une roadmap à faire. Et donc pour ce premier point de sécurité, voici ce que vous devez faire de manière systématique. Il y a 3 points indispensables. Si vous avez un WordPress, vous installez obligatoirement une extension de sécurité globale. Nous, on utilise beaucoup SecuPress à l'agence, mais il y en a d'autres, WordFence, etc. L'idée, c'est que ces extensions vont pouvoir déployer tout un tas de règles de sécurité. Typiquement, par rapport à jQuery tout à l'heure, déplacer la page de login, masquer les erreurs liées aux identifiants et aux erreurs de connexion. Voilà, tout ce genre de choses. Donc ça, c'est un indispensable. La deuxième chose, c'est PatchStack, dont je vais vous ai parlé. Ça, je vous invite énormément à l'installer, c'est gratuit. Et en fait, vous allez recevoir un mail dès qu'il y a une faille de sécurité connue dans une de vos extensions. Donc ça veut dire, je ne sais pas moi, vous êtes vendredi après-midi, vous recevez un mail comme quoi il y a une faille de sécurité dans une de vos extensions, ça veut dire que vous allez pouvoir réagir assez vite et patcher avant que la faille soit exploitée. Et troisième point indispensable à noter, ayez toujours un système de backup externe, c'est-à-dire que vous aurez une sauvegarde entière de votre site ailleurs, autre que celle de l'hébergeur, puisque celle de l'hébergeur, on l'a tous vécu, enfin certains d'entre nous avec OVH notamment il y a quelques années, elle peut être corrompue ou être indisponible. Ayez un backup externe, et nous on utilise à l'agence beaucoup l'extension Updraft Plus, qui marche très bien pour ça et aussi qui est gratuite, mais au moins vous avez une sécurité. Après, sur la sécurité, juste pour finir rapidement dessus, on pourrait en faire une conférence entière, mais après, ça implique plein de choses. Former les utilisateurs sur les logins et les mots de passe, mettre à jour régulièrement son WordPress, ses extensions et ainsi de suite, limiter le nombre d'extensions, enfin, etc., etc. Il y a plein de règles. Si c'est un sujet qui vous intéresse, allez sur Google, il y a plein de tutoriels ou d'autres conférences dédiées à ça qui expliquent ça vraiment en long, large, en travers. Mais disons que nous, si on fait du référencement, c'est indispensable que cette première brique de base soit mise en place et soit installée. Ça, c'est vraiment une première base. Ma deuxième base, pour moi, qui est indispensable encore plus en 2025 et qui va l'être encore plus les années suivantes, c'est toute la notion de web perf, la notion de temps de chargement, la notion de capacité de votre serveur à absorber du trafic. Et alors, l'exemple que j'aime beaucoup, c'est Usain Bolt, que vous devez tous connaître, qui est un coureur qui est plutôt rapide, on va dire, et qui court le 100 mètres en moins de 10 secondes. Et le problème de Usain Bolt, c'est qu'à l'époque, son site internet, quand on le testait, il mettait plus de 11 secondes. Ça veut dire que Usain Bolt courait plus rapidement le 100 mètres que son site internet ne se mettait à charger totalement. Alors, ça m'avait fait beaucoup rire à l'époque. Il faut savoir que même là, aujourd'hui, donc ça c'est un test de 2019 ou 2020, quelque chose comme ça, même aujourd'hui, quand on teste la vitesse et le temps de chargement de son site, il n'est toujours pas bon, il y a toujours des problématiques techniques qui font que sa performance ne va pas jusqu'au bout. Et gardez en tête que le temps de chargement, ça impacte le taux de conversion, ça impacte l'expérience utilisateur, donc là on est vraiment du côté de l'internaute, mais ça va aussi impacter certains signaux algorithmiques, notamment NavBoost, donc le fait, pour rappel, que Google mesure et regarde le comportement de l'utilisateur, et donc si votre temps de chargement est mauvais, ça risque d'envoyer des mauvais signaux aux utilisateurs et donc de faire baisser votre positionnement. Mais dans le pire des cas, les sites WordPress les moins bien mis en place, les moins bien paramétrés, en fait, ça peut tout simplement crasher votre serveur. Typiquement, nous, on a des clients qui peuvent faire des pics de trafic à 600, 1000, 1500 visiteurs à la minute. Si le WordPress n'est pas correctement conçu pour absorber ce trafic et il n'est pas correctement conçu pour la web perf, en fait, le serveur va tomber. Et ce qui veut dire que tout le trafic que vous aviez obtenu grâce au référencement naturel, il est purement et simplement perdu. Donc ça, c'est vraiment une chose qui va être importante. Et donc dans WordPress, là encore, je pourrais faire une conf entière que là-dessus, mais je vous donne juste les quelques petites bases. L'indispensable le plus important, c'est le cache. Pour rappel, WordPress, c'est un CMS qui date d'il y a une vingtaine d'années, un peu plus même maintenant, qui utilise principalement le langage PHP et qui fait qu'à chaque fois que j'appelle une page, cette page va se recalculer intégralement. J'ai 100 visiteurs qui viennent, j'ai 100 calculs, donc autant vous dire qu'en termes de performance web, c'est pas du tout optimal. Donc il faut mettre en cache, donc précalculer les pages. Idéalement, aller sur du cache serveur si vous en avez la possibilité, du Varnish, des serveurs Nginx aussi plus performants, des choses comme ça. Ou alors par des extensions, par exemple un WP Rocket comme extension qui marche très bien, mais ça, vous ne pourrez pas passer à de bonnes perfs
sans avoir un bon système de cache. Il y a aussi le choix de l'hébergeur, donc ça c'est assez logique. Est-ce que mon hébergeur il est performant? Est-ce que j'ai suffisamment de ressources et de puissance qui m'y est allouée? Nous, on utilise par exemple beaucoup à l'agence, soit OdeSwitch, soit Infomaniac. Il y en a d'autres qui sont très bons, mais ça c'est important. Le troisième point, très rapidement, le front office épuré. Donc là, c'est pas spécifique à WordPress. C'est tout simplement que quand vous allez concevoir votre site WordPress, et donc surtout votre thème, qu'il soit en gros optimisé et pas trop chargé. Ça veut dire pas trop de script, des fichiers compressés et minifiés, on va différer le chargement des JavaScript, on va réduire le poids des images, on va peut-être pas mettre une vidéo qui va se lancer automatiquement. Enfin, l'idée, c'est la sobriété. Plus votre site est sobre, plus il va se charger vite, ça c'est une certitude. Et le petit point aussi que j'aime beaucoup donner dans les premiers points de base, c'est aussi la base de données. En fait, la base de données de WordPress, vous voyez ça un peu comme un gros fichier Excel qui stocke beaucoup de données, et malheureusement, elle ne se nettoie pas, cette base de données. Et donc, on va utiliser des extensions pour la nettoyer, et une des extensions qu'on aime beaucoup, nous, à l'agence, pour faire des nettoyages automatiques, c'est WP Sweep, qui, en quelques clics, vous permet de vider plein de choses inutiles. Pour vous donner un ordre d'idée, WP Sweep, on a déjà passé un client d'une base de données de 2 gigabits à peine 300 mégas, juste en quelques clics. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais si jamais vous voulez aller plus loin sur la WebPerf, il y a les extensions. En fait, les extensions, souvent, sont très gourmandes et vont prendre beaucoup d'impact sur le temps de chargement de vos pages. Et moi, je vous invite à utiliser une extension qui s'appelle Code Profiler. Code Profiler, c'est pour l'administrateur du site. En fait, ça lui permet de profiler l'impact en termes de WebPerf de chacune des extensions que vous utilisez. Là, dans l'exemple de la capture d'écran, on voit que WooCommerce et Elementor sont les deux extensions sur ce site-là qui impactent le plus l'exécution et le chargement initial de la page. Donc, ça va vous permettre de choisir la bonne extension et de vous dire, tiens, celle-ci, en fait, elle est assez gourmande, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et le dernier conseil que je vous donne sur la WebPerf, avant d'attaquer les autres sujets, c'est le fait que votre site est un cas particulier. C'est-à-dire qu'il est possible que sur votre site WordPress, vous ayez un élément qui pose réellement problème sur la WebPerf et que tous les autres fonctionnent parfaitement. Donc dans ce cas-là, il va falloir utiliser des outils qui listent ces problèmes-là et qui permettent de détecter, de dire « Ah oui, tiens, effectivement, là, a priori, j'ai ce point-là qui pose problème. » Donc là, je vous ai mis quelques outils de test. Webpage Test, GTmetrix, l'outil officiel de Google, Google PageSpeed Insights, et ça va vous donner des informations. Vous voyez là, la capture d'écran qui est ici, c'est justement les conseils là donnés par PageSpeed Insights sur le chargement d'une page web. Et là, vous voyez, par exemple, a priori, le deuxième point, le temps d'exécution de JavaScript est quand même assez long, donc on sait que notre JavaScript pose problème, donc il faut que je trouve un moyen de le corriger. Quoi qu'il en soit, sur la vitesse, pour moi, c'est mon deuxième socle. Vous aviez la sécurité et la vitesse. Et je vais parler du troisième socle avant de parler des choses qui sont un peu plus fun. C'est tout simplement votre paramétrage de base. Aujourd'hui, vous voulez faire du référencement avec WordPress. Si vous utilisez WordPress tel qu'il est fourni, malheureusement, ça va mal se passer. Parce qu'en fait, dans WordPress, il y a plein de fonctionnalités qui sont manquantes. Et notamment, vous allez avoir besoin de différents types d'extensions. La première chose, c'est une extension SEO globale. Alors forcément, moi, je vais faire la promo de la nôtre SEO Key, qui va faire des optimisations automatiques, qui va avoir une interface plus simple et surtout pas mal de conseils avec de l'audit. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous devez en installer une. Que ce soit SEO Key, Yoast, RankMath, All-in-One SEO, The SEO Framework, SEO Press, il vous en faut une pour gérer tout le b.a.-ba du SEO, la balise title, les sitemaps, le chemin de navigation, le balisage schéma.org, etc., etc. Donc ça, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est indispensable. Ensuite, nous, on va le compléter de base avec toujours une extension pour gérer la pagination. Donc ça va faciliter le crawl et l'indexation pour toutes nos pages de listing, nos catégories par exemple. Et ensuite, pour le maillage interne, pour faire un premier travail, on utilise aussi une extension d'articles relatifs qui marche très bien, qui s'appelle Yet Another Related Post Plugin, YARP, qui vous permet d'avoir des articles relatifs qui sont plutôt bien faits, qui permettent d'avoir un premier niveau de maillage interne entre vos contenus. Ça, c'est vraiment quelque chose de base. Et juste dans les bases, il y a un petit point sur lequel je m'attarde parce que c'est une erreur qu'on voit encore très souvent, nous, aujourd'hui, même sur des sites qui sont gérés par d'autres agences ou par d'autres référenceurs, c'est la gestion des post-types et des taxonomies. Alors, j'explique pour ceux qui ne voient pas forcément ce que c'est. WordPress, quand vous l'installez, est fourni avec différents types de contenus. Par défaut, des articles et des pages. Ça, c'est ce qu'on appelle des post-types. Je peux en créer d'autres, je peux en enlever, je peux en rajouter. En gros, je peux faire un petit peu tout ce que j'ai envie avec tout ça.
Ensuite, vous avez des taxonomies. Les taxonomies, c'est des moyens de classer vos contenus. Typiquement dans WordPress, par défaut, vous avez les catégories et vous avez les étiquettes. Et donc, ces taxonomies-là, elles sont natives, elles s'installent automatiquement. Mais le truc, c'est que vos extensions et votre thème peuvent être amenés à créer des nouveaux types de contenus ou des nouvelles taxonomies. Ici, dans ma capture d'écran, je suis sur un site qui utilise l'extension MailPoet, et MailPoet, comme vous pouvez le voir, a créé un nouveau type de contenu qui s'appelle page MailPoet. Et le problème, moi, c'est qu'en tant que référenceur, je ne veux pas indexer ça. Ce n'est pas un contenu pertinent, ce n'est pas un contenu qui est intéressant. Et donc, vous devez impérativement aller dans votre extension SEO pour masquer ou afficher ces post-types et ces taxonomies. Dans SEO Kill, vous verrez, l'interface est assez simple pour faire ça. Mais si vous avez un Yoast ou un Rockmat, vous aurez la même chose. Souvent, vous avez juste pas mal d'onglets différents pour aller farfouiller, pour faire tout le paramétrage complet. Mais retenez ça, faites ce paramétrage impérativement pour avoir une base de référence. Et tout ça, c'est mes 3 prérequis. Je pars du principe que si vous faites du référencement avec WordPress, vous avez sécurisé, amélioré la vitesse et fait votre paramétrage de base. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, on va essayer de se dire, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Et la clé, aujourd'hui, en 2025, si vous voulez vraiment performer en référencement naturel et même performer dans les résultats fournis par les IA, c'est la réponse aux besoins et la qualité de cette réponse aux besoins. Puisque le moteur de recherche, quand vous allez taper un mot-clé, va essayer de déterminer quels sont les contenus qui vont le mieux répondre à la problématique de l'internaute. D'ailleurs, quand on s'amuse à fouiller le comportement de Google, on se rend compte que c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'importance. Google va de plus en plus traquer le comportement de l'utilisateur pour s'assurer de cette réponse aux besoins. Et pour ceux qui vivaient dans une grotte, il y a plusieurs mois de ça maintenant, une fuite de données de la part de Google dans laquelle il y a eu plein de documentation technique liée au moteur de recherche. C'était un peu Noël pour les référenceurs. Il y a des choses qui sont très intéressantes en fait, quand on parle de réponse aux besoins, et notamment cette partie-là de la documentation, avec la notion de site focus score. En gros, ça veut dire que Google, quand vous avez un site, WordPress ou non, va essayer de déterminer à quel point votre site se focalise sur un domaine précis. En gros, est-ce que vous avez une expertise sur, je sais pas moi, les tablettes de chocolat ou les tondeuses à gazon? Et cette expertise-là doit ressortir. C'est-à-dire que quand il analyse votre site, ça doit ressortir dans la structure de votre site, dans la rédaction de vos contenus, ainsi de suite. Et pourquoi c'est important? C'est que, juste pour bien que vous compreniez ça, c'est que quand vous créez un site WordPress sur une thématique et que vous commencez à bidouiller un peu n'importe comment, ça peut vraiment avoir un effet négatif. Je vous donne un cas concret aussi, d'un prospect qui était très spécialisé dans une thématique, qui se positionnait plutôt bien par rapport à son secteur d'activité et qui s'est dit, ça marche bien, j'ouvre une nouvelle section sur une autre thématique moyennement proche, on va dire, et puis je vais refaire le même travail. Et en fait, le résultat, c'est que plus il publiait de contenu dans la nouvelle thématique, plus globalement, il perdait en référencement naturel et en positionnement, puisque son expertise ne ressortait pas. Il faut bien avoir conscience que dans l'analyse, et d'ailleurs, vous le voyez dans les stats, on se rendait compte que les utilisateurs, sur cette nouvelle section, avaient des perfs et un taux de conversion et des statistiques très mauvaises. Il faut savoir que Google, notamment avec Navboost par exemple, traque vraiment le comportement de l'utilisateur de A à Z. Donc au moment où l'internaute clique sur un résultat et tombe sur votre site WordPress, il faut impérativement qu'une fois qu'il soit sur votre site, vous puissiez améliorer et lui garantir une réponse parfaite à son besoin. Il faut savoir aussi qu'au-delà de Navboost, Google va aussi traquer l'internaute à l'intérieur même de Chrome. C'est-à-dire qu'en temps réel, Google Chrome va traquer toutes vos actions dans le navigateur et ces informations-là vont remonter en automatique auprès du moteur de recherche. Donc là, vous êtes dans un menu de paramétrage de Chrome qui s'appelle Histogramme et un jour, si vous voulez, vous pouvez vous amuser à farfouiller et vous allez voir tout ce que Google va pouvoir mesurer quand vous cliquez sur voler et interagissez avec une page web. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que vous prenez votre site WordPress et il va falloir répondre parfaitement aux besoins. Et la méthode de base, elle est simple, c'est comprendre votre marché, en gros à qui vous vous adressez, quels sont vos prospects, quelle est votre cible, qui sont vos internautes. Il va falloir analyser la page de résultats de Google aussi. Si je vois une tondeuse à gazon et que moi, dans mon WordPress, je présente des tondeuses à gazon, je vais regarder ce que Google affiche par rapport à ce mot-clé-là. Et je vais bien sûr regarder les concurrents. Et quand vous avez fait ce travail-là sur ces 3 aspects, là, vous allez pouvoir définir dans WordPress ce dont vous avez besoin, le type de contenu dont vous avez besoin, le type de fonctionnalité, comment vous allez vous démarquer, comment vous allez vous différencier. Et aussi, ça, j'insiste un peu dessus parce que c'est quelque chose qui est assez peu fait,
on va aussi penser à analyser le comportement de l'utilisateur. Il ne suffit pas d'avoir un contenu qui performe bien, c'est de regarder si l'utilisateur sur ce contenu-là l'apprécie, le lit en entier, continue sa navigation, ce qui vous permettra d'adapter en temps réel tout ce que vous allez faire sur WordPress. Et ça implique, quand vous allez avoir WordPress dans les mains, de faire plusieurs choses. Alors, vous allez voir cette slide, c'est après que ça va être marrant, c'est vraiment plutôt un état d'esprit. En gros, c'est que dans WordPress, quand vous allez rédiger du contenu ou quand vous allez mettre en place de nouvelles sections ou de nouvelles fonctionnalités, il vous faut des contenus de qualité qui répondent aux besoins. Ça veut dire que derrière, vous devez avoir réfléchi en termes de fonctionnalités et d'extensions à avoir pour répondre à toutes les problématiques. Est-ce que j'ai besoin d'un formulaire de contact, d'une carte, de pouvoir générer un itinéraire, de faire un simulateur, de faire tout ce genre de choses? Il va falloir aussi, et ça c'était déjà important avant, mais ça se renforce, créer une marque forte et surtout une marque identifiable, que ce soit votre logo, vos codes couleurs, votre police d'écriture, la page à propos, le détail sur l'auteur qui a rédigé le contenu, tout ce genre de choses. Puisque l'idée, c'est qu'on soit clairement identifié, qu'on se différencie, qu'on se démarque. Et de manière plus globale, ça c'est plutôt quelque chose à garder vraiment en trame de fond. Vous devez toujours vous dire qu'à chaque fois que vous allez travailler sur votre site WordPress, vous devez tout faire pour améliorer l'expérience utilisateur. Permettre à un internaute de trouver la bonne information au bon moment dans son contenu pour pouvoir lui donner une bonne expérience de navigation et surtout pour vous, pour pouvoir l'amener à vos objectifs de conversion, de vente, de prise de contact et ainsi de suite. Alors ça, vous allez me dire, il est très gentil Daniel, c'est très cool, mais c'est un peu de blabla de manière générique. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on fait ça dans WordPress? En fait, moi, c'est là où je m'amuse un petit peu, on va passer par plusieurs étapes. Si j'ai besoin de répondre aux besoins, ça veut dire que j'ai besoin d'enrichir mon CMS. Donc, il y a l'enrichissement classique, je rédige des contenus. Mais c'est surtout, l'idée, c'est que je vais pouvoir lui injecter des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles données. L'idée étant de pouvoir créer des pages parfaitement adaptées à l'internaute et que moi, quand je vais rédiger du contenu dessus, je gagne un maximum de temps. Et pour ça, on va passer d'abord par quelque chose de très connu dans la communauté WordPress, c'est l'extension qui s'appelle ACF, Advanced Custom Field, qui est une extension à la base pour les développeurs. C'est une extension qui permet d'ajouter des nouveaux types de champs en back-office. Bon, prenons un exemple. Imaginons que je veuille afficher un email à la fin de chacun de mes articles. Avec ACF, je vais pouvoir dire dans l'interface de WordPress, crée-moi un nouveau champ email pour les articles, et ce qui fait que le rédacteur de contenu, il aura un nouveau champ à renseigner email. ACF, vous pouvez faire, mais alors vraiment plein de choses. Une URL, un email, un color picker, une Google Maps, des liens entre taxonomies, des liens entre post-types, des appels à des API externes. Enfin, le potentiel est vraiment monstrueux d'un point de vue technique. Et grâce à ça, vous allez pouvoir avoir en back-office de la gestion de données. À ce stade-là, il ne se passe rien pour l'internaute, c'est-à-dire que ça ne se passe qu'en back-office. Votre développeur ou votre référenceur, s'il maîtrise un petit peu, cette donnée-là, ensuite, il va pouvoir l'afficher. Puisqu'en fait, le fait d'avoir des champs spécifiques, en gros, pour vous expliquer l'intérêt, ça facilite la saisie des données, ça permet et ça facilite énormément l'automatisation, l'appel à des API, du scrap pour enseigner de la donnée en automatique. Et puis après, ça permet de générer des pages sur mesure. Et donc, en fait, quand on a utilisé ACF, après, on va utiliser des fonctions. Alors là, je vous en mets quelques-unes pour ceux qui font un peu de développement. On peut utiliser la fonction PHP classique qui s'appelle getPostMeta qui va récupérer l'information. Et comme ça, moi, dans mon thème, je vais dire, tiens, cette information, je vais l'afficher à tel endroit. On peut utiliser l'équivalent qui est une fonction getField qui a été créée par les équipes d'ACF pour récupérer la donnée. Ou alors, tout simplement, et ça, je vous montrerai un exemple précis tout à l'heure, on peut utiliser ce qu'on appelle le système des shortcodes. Donc, c'est-à-dire que moi, pendant que je rédige, je tape ce shortcode avec le nom de mon champ et ça va être remplacé par la valeur qui a été renseignée par l'utilisateur. Et ça marche très bien. Et pour vous montrer à quoi ça peut ressembler, je vais vous montrer des exemples d'abord avec un client qui est sur une thématique passionnante pour tout le monde, l'impôt sur le revenu. Prenons un exemple, une des problématiques qu'il avait détectées, c'est que les gens avaient besoin d'avoir les coordonnées et l'adresse du centre des impôts proche de chez eux. Sauf que les centres des impôts, il y en a plein. Donc, se les taper tous à la main pour les rédiger, autant vous dire que c'est un peu contraignant. Et donc là, on a utilisé ACF. C'est-à-dire pour générer ce type de page, le client avait un petit fichier CSV dans lequel il avait toutes les informations à jour de tous les centres des impôts. On a utilisé Advanced Custom Field pour créer les différents types de champs.
adresse, horaire d'ouverture, numéro de téléphone, etc. Et pour revenir, on a créé un nouveau post-type qui s'appelait centre des impôts. Ce qui fait que là, quand il veut, il envoie son fichier CSV, ça met à jour tous les centres des impôts et ça génère des pages qui répondent à l'intention de recherche. Pour donner un ordre d'idée, juste sur cette section-là, ça nous a généré 70 000 visites par an et on s'était positionné sur à peu près 7000 mots-clés. Donc ça, c'était un premier exemple. Deuxième exemple, toujours en termes de dev, on va se dire, là, on est toujours sur la notion toujours sur le client, sur l'impôt sur le revenu. Les gens ont besoin d'estimer leur impôt sur le revenu à venir en début d'année, et donc on a tout simplement créé un simulateur. C'est quelque chose d'assez classique. Là encore, en fait, c'est assez simple avec WordPress et qu'on sait comment l'utiliser. C'est-à-dire que notre client avait défini les règles du simulateur, puisqu'il est expert en ce domaine-là. Nous, on a créé son interface pour qu'il rentre les différents paramètres qui permettront de calculer l'imposition sur le revenu. Et puis, tout simplement, on a créé un type de contenu spécifique pour ajouter des simulateurs. Et après, lui, quand il crée un article, il a un bloc natif Gutenberg dans lequel il ajoute le bloc, il va sélectionner son simulateur et ça l'ajoute proprement. Et ça marche. Vous voyez, dans ce cas de figure-là, dans cette thématique-là, ça marche très bien. C'est-à-dire que le simulateur, à l'époque, avait généré 250 000 visites en 5 mois avec une seule URL sur le site. Une réponse aux besoins, une fonctionnalité développée avec WordPress. Et c'est là où c'est marrant. C'est que une fois que vous avez compris ça avec ce CMS, que vous dites « Ok, je suis capable de créer n'importe quel type de bloc de contenu, n'importe quel type de fonctionnalité en fonction de mon besoin et de mon marché », et en fait, le champ des possibles s'ouvre et vous pouvez créer tout et n'importe quoi en fonction de vos besoins. Un autre exemple, cette fois-ci sur le site d'SOMX, nous, notre besoin, c'était de pouvoir créer des blocs types de contenu, mais de les créer vite, sans trop se compliquer la vie, et ainsi de suite. Là, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des blocs Gutenberg sur mesure. Ici, vous voyez, j'ai un bloc qui s'appelle Contact CTA. Dans Gutenberg, je clique dessus, je l'insère. Ça me donne une interface qui ressemble à ça, dans laquelle j'ai les champs qui avaient été prévus pour mettre un titre, une description, une URL et le texte à utiliser sur l'URL. Et après, mon WordPress, nativement, va nous générer un petit rendu visuel qui avait été préparé par le graphiste. Et ça se fait très facilement. On voulait gagner du temps, on l'a mis en place. Deuxième exemple, un autre blog Gutenberg, cette fois-ci un peu plus élaboré. On avait besoin sur certains articles de pouvoir faire comme ça des historiques dans lesquels on fait les différentes étapes, les différentes dates d'un élément. Ici, vous êtes sur l'article qui parle de l'histoire de WordPress. Ça, c'est un bloc Gutenberg créé sur mesure pour le site de SOMX. Donc, partez de votre besoin pour le créer. Et pour créer ça, il y a plusieurs méthodes. Alors, si vous aimez bien le dev un peu complexe, vous pouvez utiliser la fonction qui s'appelle Register Block Type, qui est la fonction native, honnêtement, qui est vraiment pas facile à prendre en main, parce qu'il va falloir vraiment être plutôt bon développeur, développer des blocs JSON, etc. Enfin, je ne rentre pas dans les détails, c'est un peu compliqué. Et par contre, pour ceux d'entre vous qui ont l'habitude de bidouiller des thèmes WordPress ou de créer des thèmes WordPress classiques en PHP, vous avez la fonction d'ACF qui s'appelle ACF Register Block, qui, elle, va fonctionner un peu sur des templates PHP assez classiques, et donc qui permet de créer des blocs assez facilement. Nous, par exemple, pour SOMX, on doit avoir une quinzaine, une vingtaine de blocs sur mesure, justement pour nos besoins. Ça, c'est très facile à faire. Et dites-vous bien, donc là, je vous ai montré sur Gutenberg, mais normalement, vous pouvez faire à peu près la même chose sur des constructeurs de pages comme Elementor, Divi, WP Bakery, et ainsi de suite. Vous aurez à peu près le même rendu. Dans les autres choses qu'on va faire pour enrichir, on va aussi créer des nouveaux post-types. Ici, c'est un exemple d'un client pour lequel on avait fait une refonte il y a quelques années. C'est une agence immobilière en Thaïlande qui vend des biens qui ont l'air plutôt sympas si vous regardez les photos. Et donc là, l'idée, c'était de se dire, en fait, le client, il a besoin de renseigner facilement les biens. Il a besoin de pouvoir facilement importer et exporter les données dans des champs très précis. Et d'un point de vue SEO, on avait besoin de le cloisonner dans une section du site pour que le maillage interne et la structure soient parfaits. Là, on crée un post-type avec Register Post-Type. Et puis, notre graphiste, il a pu faire le web design comme il fallait pour ces fiches-là. Et à l'époque, la grande majorité des mots-clés que le client positionnait, pour lesquels il voulait se positionner, étaient rendus dans le top 5 quelques mois après la refonte. Parce qu'on a pu créer vraiment des contenus sur mesure qui répondaient parfaitement à l'intention de recherche et qui étaient parfaitement maillés dans le reste de la structure du site. Donc ça, n'hésitez pas, en fonction de votre thématique, des fois à créer un post-type sur mesure et de ne pas utiliser uniquement les articles et les pages qu'on peut avoir classiquement sur WordPress. Là, je parle des post-types, mais d'ailleurs, ça s'applique aussi aux taxonomies. Pour rappel, les taxonomies, c'est le fait de classer vos contenus.
par défaut dans WordPress, vous avez par exemple les catégories. Sauf qu'une catégorie dans WordPress, si vous faites attention, à la base, c'est un pauvre listing. Ça liste les articles, il n'y a pas de contenu unique, il n'y a pas de bonne réponse à l'intention de recherche. Et en fait, on peut les enrichir. Vous voyez ici, vous êtes sur la catégorie WordPress sur le site d'SEOMX. Si vous regardez la catégorie, ça ne ressemble absolument pas à une catégorie. C'est vraiment un contenu créé sur mesure par rapport aux besoins. Les gens qui tapent WordPress, qu'est-ce qu'ils veulent savoir quand ils arrivent sur une page globale qui parle du CMS. Et ça, c'est assez facile à faire en fait dans WordPress. Soit vous avez un site qui est récent, et là c'est jackpot, c'est-à-dire que si vous avez un thème récent dans WordPress, il utilisera normalement ce qu'on appelle le full site editing, c'est-à-dire que dans les versions récentes de WordPress, si votre thème est compatible, vous pouvez, avec l'éditeur natif de WordPress, tout gérer. Le header, le footer, la sidebar, et ainsi de suite. Et donc, ce qui fait que ça permet de moduler. Dans cette interface, par exemple, si je cliquais sur modèle, je pourrais créer un modèle spécifique pour une catégorie spécifique. Ce qui fait que moi, référenceur, je vais me dire, tiens, cette catégorie sur mon site, j'ai besoin d'une interface différente, j'ai besoin d'une fonctionnalité différente, j'ai besoin d'afficher les articles de manière plus variée, ou pas dans le même ordre, etc. Et bien en fait, avec le FSE, en quelques clics, sans passer par un développeur, je peux le faire. Et c'est assez facile à faire. Si par contre, vous n'avez pas le FSE, vous pouvez soit passer par un constructeur de page, je sais notamment qu'Elementor le fait, Divi, normalement, je crois qu'il le permet un petit peu. Ça marche, mais c'est pas optimal en termes de web perf, mais bon, ça, à la rigueur, tant pis, mais ça peut faire le job. Et sinon, nous, à l'époque, avant que le FSE arrive, on le faisait beaucoup pour nous et nos clients. En fait, on créait ce qu'on appelle un post-type privé, c'est-à-dire qu'on crée un post-type, sauf que cette fois-ci, on dit, dans le paramétrage du post-type, il est privé, c'est-à-dire qu'il n'est pas accessible par l'internaute et le moteur de recherche. Et puis nous, avec ACF, quand on édite une catégorie, on dit tu peux sélectionner un des post-types privés. Et ce qui fait qu'après, avec une simple fonction PHP, on peut dire si cette catégorie est associée au post-type privé, va me chercher le contenu du post-type privé à la place. Et ce qui fait que ma catégorie, elle a du vrai contenu unique, pertinent, qui répond à l'intention de recherche. Donc, retenez bien ça en fait dans WordPress. Vraiment, évitez d'utiliser WordPress tel qu'il vous est présenté. Partez plutôt de votre besoin et du besoin de l'utilisateur. Vous allez vous dire, OK, maintenant dans mon WordPress, il faut que je développe la fonctionnalité ou que j'installe une extension qui va me permettre de faire ça et de créer le contenu le plus optimisé possible pour l'internaute, pour l'expérience utilisateur, mais aussi pour le moteur de recherche, pour le crawl, l'indexation et le positionnement. Donc vous avez enrichi votre WordPress. Donc là, on est content. Mais une fois qu'on a fait ça, on se dit, c'est cool, mais est-ce qu'on ne pourrait pas un petit peu automatiser tout ça? Est-ce qu'on ne pourrait pas aller soit gagner du temps, soit mettre à jour automatiquement des contenus, soit en publier de manière automatique? Et WordPress, honnêtement, quand vous commencez à rentrer dedans, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est fourni avec énormément d'API internes qui permettent aux développeurs et aux extensions d'automatiser pas mal de choses. Je vous donne 2 exemples d'automatisation très simples. À gauche, sur le site d'SEOMX, où on peut voir les statistiques liées à WordPress. À droite, sur le site de WP Marmite, avec cette fois-ci des statistiques liées, dans l'exemple, au thème Astra. Et dans les 2 cas, clairement, on ne s'enquiquine pas à aller remplir les chiffres nous-mêmes. On a autre chose à faire de nos journées. Et là, l'idée, en fait, c'est qu'on a chacun développé un petit système qui va récupérer l'info, qui va scraper l'info. Et nous, après, on va l'injecter. Si je prends l'exemple à gauche pour SEOMX, les chiffres, moi, pour les insérer dans mon contenu, j'ai un petit shortcode que vous voyez en bas. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai un article où je me dis, tiens, là, c'est pertinent de donner la part de marché de WordPress, je l'ai inséré dans des dizaines d'articles, et je mets ce petit shortcode, ça met la part de marché dans ma page, et j'ai plus à m'en soucier. Et comment ça se passe derrière? Comment est-ce que ça fonctionne? D'abord, vous pouvez le faire vous-même avec un dev. Nous, c'est ce qu'on a fait pour beaucoup de clients. Vous avez notamment une fonction native de WordPress qui s'appelle WP Remote Get, qui va vous permettre de récupérer le contenu HTML d'une autre page web. Donc, je vais récupérer la page dans laquelle j'ai l'information. Ensuite, avec un petit développeur, vous pouvez même tester avec ChatGPT, de vous donner le code, mais on peut utiliser par exemple DOM XPath qui va permettre de dire, tiens, dans ce contenu HTML, j'ai cet endroit-là, cette information que je veux que tu récupères. Et une fois que je l'ai récupéré, moi, après, dans mon thème, je fais ce que je veux. Je l'affiche où je veux, comme je veux, ou comme dans mon exemple précédent, je le mets dans un shortcode, comme ça, je peux vraiment faire ce que je veux quand je suis rédacteur de contenu. Petite remarque, par contre, je préfère le dire avant que vous fassiez n'importe quoi. Si jamais vous le codez vous-même, pensez à mettre en cache la donnée. Parce que si à chaque fois que je recharge la page, je dois aller scraper et récupérer la donnée, clairement, en termes de perf, WordPress, il ne va pas supporter. Et puis surtout, vous allez vous faire blacklister de
de l'endroit où vous allez récupérer la donnée. Donc, soit vous pouvez utiliser des crons pour dire je récupère la donnée qu'une seule fois, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toutes les heures, toutes les minutes. Et vous avez la fonction WordPress qui fait ça, qui s'appelle WP Schedule Event, qui va vous permettre de faire ça. Et ensuite, une fois que vous avez récupéré la donnée, vous allez la stocker. Donc, soit dans des méta, quand on va parler d'articles, de catégories, de choses comme ça, soit dans les options, quand c'est de manière plus globale. Et après, pour ceux qui veulent aussi aller un petit peu plus loin, on peut utiliser ce qu'on appelle des transientes. Des transientes, en gros, ça veut que vous stockez l'information, mais en plus, vous lui donnez une durée de vie. Vous lui dites, une fois que tu l'as stockée, cette donnée, elle dure 7 jours. Et comme ça, on sait quand est-ce qu'on doit la renouveler et aller la remettre en place. Donc ça, c'est un exemple assez classique, assez basique. Mais on peut aller plus loin. Il y a plein d'API dans WordPress qui permettent de faire des choses assez fun. Ici, par exemple, vous avez l'API REST. L'API REST, c'est une API native de WordPress qui permet de lire de l'information ou même d'envoyer de l'information, d'écrire de l'information dans WordPress. Et là, je vous affiche l'API REST du site Abondance. C'est-à-dire que moi, imaginons demain, je veux afficher les 5 derniers articles d'Abondance. Je tape l'URL de l'API REST d'Abondance. Je récupère en automatique le titre, l'URL, l'auteur, la date de publication. Et moi, je pourrais faire un petit blog sur SOMX en marquant les 5 derniers articles d'Abondance. Et ça, c'est natif. Et même quand ce n'est pas natif, vous avez plein d'outils. Alors, c'est que des exemples. Vous pouvez y faire avec des outils comme Make ou NUITEM. Il y a des connecteurs et vous pouvez dire je connecte mon WordPress à tel type de données, tel type d'API, tel type d'IA pour faire tout ce que je veux, mettre à jour un contenu, publier, mettre des actualités. Ça marche hyper bien. Et vous avez même aussi des outils et des extensions dédiées. Vous avez par exemple de l'épée automatique qui, elle, est une extension dédiée qui dit, tiens, vous voyez dans les exemples là dans la capture d'écran, tu me publies en automatique sur Facebook mes contenus, tu vas me générer du contenu automatiquement grâce à OpenAI, tu vas m'importer des produits depuis Amazon, tu vas faire ça, etc. Là encore, on part de son besoin pour automatiser. Juste petite remarque par contre pour finir sur l'automatisation. On fait attention à ces règles d'automatisation et on teste et on vérifie que ça se passe bien. Parce que des fois, ça peut partir un peu en cacahuète et casser votre référencement parce que vous l'avez mal paramétré. Et ce qui m'amène justement à mon dernier grand point, c'est l'audit de votre site WordPress. Parce que sur le papier, vous avez peut-être la structure idéale, peut-être qu'en back-office, vous avez rédigé du contenu du feu de Dieu, mais le problème, c'est que votre WordPress, s'il y a une erreur technique, ça peut provoquer plein de problèmes. L'idée étant d'éviter ça, c'est-à-dire un fouillis de contenu. Ici, on était sur un client qui adorait les étiquettes de WordPress et qui mettait des étiquettes partout. Donc, clairement, c'était un peu le bazar et pour le moteur de recherche et pour l'utilisateur qui ne s'y retrouvait pas dans sa navigation. Et donc là, le but, c'est déjà de paramétrer correctement WordPress et après d'être capable d'auditer. Alors d'abord, sur le paramétrage de WordPress que je vous conseille, il y a trois points. Le premier, c'est de désactiver les étiquettes de WordPress, ça c'est impératif. Vous copiez ces quelques lignes de code et les étiquettes de WordPress disparaissent définitivement, ce qui est plutôt pratique. Mais surtout, c'est votre gestion du WordPress qui va d'abord compter dans le fait que votre WordPress soit performant. Et notamment les taxonomies. Pour rappel, c'est la classification. Normalement, quand vous rédigez un contenu, la bonne règle, c'est de ne choisir qu'un seul terme de taxonomie. Par exemple, si j'ai un article, je ne choisis qu'une seule catégorie. Si vous êtes amené à en choisir plusieurs, c'est que votre structure de taxonomie n'est pas la bonne. Elle n'est peut-être pas bien faite, ou alors c'est peut-être que vous aviez besoin de plusieurs taxonomies. Ce qui m'amène au point en bas de cette slide, ça nécessite d'avoir une vraie vision de votre marché, d'avoir fait une vraie analyse SEO, un vrai audit de mots-clés, et d'avoir correctement imaginé la structure de votre site. Et à partir du moment où vous avez fait ce travail-là, à partir du moment où vous avez vraiment fait votre analyse en long, large, en travers, il est impératif de vérifier. C'est-à-dire que vous devez vous méfier de votre WordPress, ne pas faire confiance à ce que vous voyez s'afficher, mais toujours tester avec des outils externes. Notamment, des outils de crawl, donc par exemple Screaming Frog, SEO Spider, qui est un logiciel très connu parmi les référenceurs, qui va faire comme Google et qui va parcourir toutes les pages d'un site web. Et vous voyez là ici un site que j'avais crawlé il y a quelques temps. Je lance le crawl et puis je me rends compte que la page auteur est accessible alors qu'il n'y a pas de contenu dedans. J'ai encore la catégorie non classée. Je me retrouve avec une URL cassée qui inclut le nom de domaine. Je me retrouve avec 3 URL pour les mentions légales. Et ça, visuellement, si je navigue sur mon site, pourtant le contenu était propre. Il était beau, il donnait envie à l'internaute, mais je ne voyais pas que techniquement, mon WordPress, avec le travail des rédacteurs, avec le travail technique du thème, des extensions, c'est un peu le bazar. Donc, utilisez des outils comme ça,
N'hésitez pas aussi à utiliser, et ça nous on adore, même si d'ailleurs c'est pas spécifique à WordPress, avoir des outils de visualisation. Ici, vous êtes sur une visualisation qui a été faite avec le logiciel Gephi, qui permet de voir la structure du site. Donc, pour rappel, chaque rond, c'est une page du site, chaque trait, c'est un lien, et ça permet tout de suite de voir si vos contenus sont à peu près bien rangés. Là, en l'occurrence, dans cette visualisation, on se dit, bah tiens, j'ai des sélections qui sont pas mal, mais qu'est-ce que fout le lien à droite tout seul, là, qui se balade, qui a l'air complètement perdu. Donc là, je vais voir qu'il y a un élément à faire. Sachez que sur des sites WordPress de moyenne et grosse taille, donc, alors moyenne taille, c'est un minimum 100, 150, 200 contenus HTML, en fait, ces outils-là sont indispensables pour avoir la vue d'ensemble et avoir un peu de recul. Et notamment, d'ailleurs, pour ceux qui utilisent Gephi, moi, je vous conseille cette visualisation-là, ce qu'on appelle un export Sigma. Et grosso modo, alors, il y a des tutoriels sur le site des Somix et sur d'autres sites qui expliquent comment faire, mais j'ai mon WordPress, je le crawl, les données de crawl, je les mets dans Gephi, et après, une fois que j'ai traité les données dans Gephi, je l'exporte sous cette forme-là. Et voyez, en quelques clics, je peux manipuler en temps réel la visualisation de ma structure, ce qui me permet de travailler section par section, contenu par contenu, en termes de maillage interne et d'optimisation SEO. Et vous dire, bah, tiens, ce contenu-là, est-ce que c'est normal qu'il soit là? Tiens, pourquoi? Et je me rends compte très vite qu'il n'a pas de lien vers une section qui est intéressante, et ainsi de suite. Deuxième exemple que je peux vous donner sur Gephi pour finir dessus, ça, c'est une visualisation que j'aime beaucoup aussi. Alors, au début de l'animation, vous avez la structure classique. Et là, après, dans Gephi, je vous dis, bah voilà, mon WordPress, maintenant, ce que je veux, c'est que des liens réciproques. Donc, par exemple, une page A qui fait un lien vers ma page B et B qui fait un lien vers A. Donc, normalement, ce qui est censé être le cas pour des éléments qui sont dans la même section, dans le même silo WordPress. Et donc, quand j'enlève les liens, quand je ne garde que les liens réciproques et j'enlève les autres liens, vous voyez tous les petits ronds là qui se baladent et qui partent à droite à gauche. Bah, ça, c'est tous les contenus qui sont hors structure. C'est-à-dire que je fais un lien vers elle, mais je ne fais pas de lien retour, donc je les ai un peu perdus dans la navigation. Et comme expliqué, ça complique le crawl et l'indexation du site par les moteurs de recherche. Et ça complique aussi la navigation de l'internaute qui, en ayant cliqué sur un lien, ne peut pas facilement revenir en arrière sur la page sur laquelle il était. Et ça, sur des gros sites WordPress, c'est très dur de le voir si vous n'avez pas ce genre de visualisation. Mais quel que soit l'outil, je finirai d'ailleurs là-dessus, je vous donne quelques conseils pour l'analyse et la structuration de vos sites. D'abord, je le répète, c'est le bon choix des taxonomies, la bonne catégorisation, ça c'est important. Il y a aussi, ça paraît très logique, l'optimisation manuelle de vos contenus. Rien de meilleur qu'un lien interne manuel ajouté par le rédacteur qui va prendre en compte le contexte dans lequel il va insérer son lien pour que ce soit optimal pour l'internaute et le moteur de recherche. Ça, c'est des choses assez simples. Mais après, quand on va aller plus loin, c'est l'utilisation qu'on appelle des hooks. Alors les hooks, je l'ai peut-être cité tout à l'heure, mais juste que j'explique, c'est que WordPress, les équipes de WordPress développent des fonctionnalités natives, sauf que quand ils développent des fonctionnalités natives, je vais y arriver, ils font des choix. Ils vont dire, la fonction pour gérer les menus dans WordPress, on est obligé de la faire à peu près comme ça pour que ça marche pour le plus grand nombre. Et dans leur code, ils créent des hooks pour qu'on puisse se greffer dessus et qu'on puisse intercepter le fonctionnement de WordPress. Il faut savoir que les hooks, c'est le cœur du CMS. D'ailleurs, toutes vos extensions utilisent des hooks. Et tout à l'heure, le petit code que je vous ai montré rapidement pour enlever les étiquettes, c'est un hook. La première ligne, vous voyez, il y a marqué Add Action Init. Ça veut dire que je me greffe sur un hook qui s'appelle init. Et quand on est développeur, quand on commence à comprendre le système des hooks et qu'on peut se greffer sur n'importe quelle fonction de WordPress, mais aussi de son thème ou de ses extensions, et en fait, on peut modifier proprement le fonctionnement de son WordPress pour que ça corresponde parfaitement à son besoin. Et donc là, par exemple avec les hooks, je pourrais dire, à chaque fois que tu utilises le terme Toto dans un contenu, tu vas me mettre un lien sur Toto vers le contenu correspondant. Ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire avec des hooks. Et en fait, les liens comme ça, on peut s'amuser. On peut automatiser tout notre maillage interne. Alors, je vous donne des exemples. On peut utiliser Yarp, dont j'ai parlé tout à l'heure pour nos articles relatifs. On peut utiliser des extensions comme Link Whisper, qui sont des extensions dédiées pour faire du maillage automatique entre nos différents contenus. Ou encore avec Gutenberg, on peut faire ce qu'on appelle des boucles sur mesure. Par exemple, dans Gutenberg, quand je crée un article, je peux très bien dire au milieu de l'article, maintenant, affiche-moi les 5 derniers articles de telle catégorie, en automatique. Ça, c'est natif dans WordPress, c'est juste 2-3 clics à faire pour automatiser mes liens et faire mes corrections. Et ne négligez pas
l'impact potentiel de l'analyse technique de votre site WordPress et donc des correctifs que vous allez mettre en place. Pour vous donner un exemple sur un client qu'on avait eu, on n'avait fait que des correctifs techniques, c'est-à-dire qu'on n'a pas touché à la catégorisation manuellement, on n'a pas touché au contenu en eux-mêmes, on a juste corrigé tout le paramétrage de WordPress et les liens générés par le thème et par les extensions. En gros, on a gagné 20% de trafic, mais surtout sur les 25 mots-clés stratégiques que le client ciblait, il y en a 11 de plus qui ont basculé dans le top 5. Certains étaient en position 20 à 30, uniquement parce qu'on a amélioré ça, on a amélioré la gestion de notre site WordPress. Donc, ne sous-estimez pas ça et surtout, méfiez-vous vraiment de votre WordPress. Et donc, si je résume tout ce qu'on vient de se dire, comment est-ce qu'on fait du WordPress, comment on fait du bon WordPress pour la référencement naturel? D'abord, on a notre base indispensable, sécurité, vitesse, paramétrage de base, avec une extension SEO comme SEO Key ou autre, mais on essaie de faire ça bien. Ensuite, on définit le besoin, sa marque, sa différenciation, sa plus-value, et on essaie de comprendre notre internaute. Et seulement à partir de là, on peut vraiment y aller, et on peut vraiment se faire plaisir, entre guillemets. On va enrichir notre WordPress avec du contenu, des données externes, avec des nouvelles fonctionnalités, une UX plus riche. On automatise tout ça, et surtout après, on analyse et on améliore en continu tout ce qu'on a pu faire pour justement essayer d'avoir les meilleurs résultats possibles. Alors après, j'avais que 40 minutes, je vois que j'ai un petit peu dépassé d'ailleurs, mais j'aurais pu aussi vous parler de balisageschema.org, de compatibilité mobile, de netlinking, de plein de sujets comme ça. Mais déjà, si vous arrivez à mettre en place ces 5 grands principes, normalement, vous devriez performer mieux que la plupart de vos concurrents actuellement sur WordPress. Et j'en viens donc à la fin de cette petite conférence. J'espère que ça vous a plu. Et puis, s'il y a des questions, je suis à votre disposition. En espérant que j'ai été suffisamment clair. Alors, je vois qu'il y a eu des questions qui ont été posées. Ça a été très clair, très très bonne conférence, mais il y a des questions quand même. Parfait. Alors attends, qu'est-ce qu'on avait? On avait une question sur les plugins un peu. C'est pas mieux suffisant d'utiliser WP Rocket pour nettoyer la base de données? Alors, par rapport à WP Sweep, WP Rocket va moins loin. Il y a certains types de données orphelines, des données, certains types de méta que WP Rocket ne va pas nettoyer jusqu'au bout. Donc, WP Sweep ira plus loin. Juste petite remarque au passage là-dessus. Faites juste attention, sauvegardez quand même votre base de données avant le nettoyage. On ne sait jamais, dans le doute. On n'a jamais cassé de site à l'agence avec ça, mais voilà, faites juste attention à ça. Mais WP Sweep va plus loin. Parfait, on avait eu quoi? Existe-t-il une voie pour que WP génère des pages statiques avec un code source épuré et hors rendu WP? Alors oui, mais pas nativement. Donc là, on va faire ce qu'on appelle du WordPress headless, c'est-à-dire qu'en gros, on va utiliser WordPress vraiment à part, juste pour notre gestion back-office, la gestion de nos contenus, de nos fonctionnalités. Et par contre, quand on arrive sur le site en tant qu'internaute, WordPress ne se charge pas, on a une version statique générée par WordPress. Ça marche. Alors honnêtement, par contre, ça coûte cher. Faut avoir un très bon dev qui maîtrise le sujet. Et par expérience, on a vu beaucoup de grands comptes qui voulaient mettre en place ce type de système justement pour des notions de web perf, parce que nous, on connaît des clients qui font plusieurs millions de visiteurs par mois sur des WordPress sans aucun souci. Mais là, le headless, des fois, ça rajoute plus de complexité qu'autre chose. Donc ça marche, mais honnêtement, c'est beaucoup se prendre la tête pour un gain assez faible parce qu'on peut travailler la vitesse par d'autres biais. Alors, tu as Emmanuel de chez nous qui veut t'embêter un petit peu. À quoi une version WordPress optimisée par SEMX? Faut utiliser SEO-Key. SEO-Key, on a justement, en automatique, on a un petit bouton à l'installation et en fait, on paramètre plein de choses en automatique, justement pour le SEO. Après, il y a quand même toujours du travail manuel sur les contenus, sur la structure, sur le netlinking, sur tous ces aspects. Mais là, il faut utiliser SEO-Key. N'hésitez pas à tester. On avait une question sur l'outil que donc, tu as parlé pour récupérer les JSON. C'est ça. Alors, il n'y a même pas d'outil. Il faut juste taper l'URL. En fait, vous allez sur n'importe quel site WordPress et à moins qu'elle soit désactivée, vous tapez /WP. Alors, j'ai toujours un doute. C'est soit tiret, soit underscore, -JSON. Et ça ouvre l'API REST du site concerné. Et après, dedans, on peut naviguer. Il y a ce qu'on appelle des routes pour récupérer certaines choses. Donc, il y a ce qu'on appelle une route pour les derniers articles.
Et donc là, je peux afficher au format JSON toutes les données liées aux derniers articles du site d'Abondance. Et tous les sites WordPress, c'est natif. Après, par contre, certaines extensions de sécurité désactivent l'API REST, mais normalement, vous allez le retrouver sur pas mal de sites. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai trouvé le login de l'administrateur du site de jQuery, parce que l'information était dans l'API REST, juste dans une des routes, il fallait juste fouiller. Hop, tu avais celle-là, alors je sais pas trop à quel moment elle sort, donc je peux pas trop t'aider, mais je sais pas si tu vois Et le ce que CLI de WordPress, c'est vrai que moi, j'en ai pas parlé. Alors, Voilà. le CLI, donc c'est WP CLI, en gros, c'est de pouvoir gérer un WordPress en ligne de commande. Donc, ça veut dire qu'en gros, sans me connecter à l'interface, je peux mettre à jour, supprimer, publier du contenu, modifier un réglage en ligne de commande, faire des backups en ligne de commande. Et après, pour ceux qui s'y connaissent, là où ça commence à devenir fun, c'est qu'on peut créer ses propres scripts. Par exemple, moi, je connais des agences WordPress, elles ont un script tout fait qui dit, quand ils installent un WordPress avec WP CLI, leur script dit télécharge-moi la dernière version, tu l'installes, tu l'actives, tu la paramètres avec tel truc, tu installes telle extension avec tel paramétrage, tu me télécharges tel thème, tu mets telle image dans la bibliothèque de médias, et ainsi de suite. Donc, WP CLI, c'est génial. Après, il faut aimer la ligne de commande, d'abord. Et après, c'est tout, il faut savoir ce que vous voulez faire avec. Mais c'est un très, très bon outil. Tac. Et on avait. Alors, tu as parlé de sites pour le maillage interne et de choses comme ça. Et, de redonner là où les sites pour le maillage interne, les outils peut-être. les outils, oui, pardon. Excuse-moi, il a mis les sites. alors, il y a Screaming Frog qui a une fonction native de visualisation, alors qui est un peu incomplète, mais qui fait bien le job dans un premier temps. Vous avez des services en ligne, par exemple Cocon.se qui le fait de mémoire. Et après, moi, c'est le logiciel qui s'appelle Gephi, donc G-E-P-H-I, qui pour moi est sans doute le meilleur outil pour ça. Par contre, c'est sûrement l'outil le plus dur à prendre en main. Clairement, la première fois que vous allez ouvrir le logiciel, vous allez vous arracher les cheveux. D'ailleurs, vous voyez, c'est pour ça que j'en ai plus beaucoup aujourd'hui. Mais voilà, c'est des outils qui peuvent très bien fonctionner pour ça.